Organisation de désertification. Donc, puisque je suis le premier des panélistes, je dois quand même dire deux mots sur cette organisation de la 4e édition de désertification. Je voudrais tout d'abord féliciter le CARI d'avoir choisi d'organiser cette 4e édition en Afrique et au Burkina Faso en particulier, au Burkina, le pays de Yacouba Sawadogo, l'homme qui a su combattre le désert. Et cette symbolique est très très forte. Je voudrais aussi saluer ce courage d'avoir osé organiser hors de la France, hors de notre contexte habituel, parce que engagement n'est pas uniquement synonyme d'entêtement. Engagement, c'est aussi oser, c'est aussi innover et c'est aussi aller chercher les solutions. Donc vraiment, félicitations pour ce choix. Et je voudrais également féliciter le Burkina et le SPANG en particulier pour la parfaite organisation. J'étais parmi la délégation et nous avons été vraiment agréablement surpris de cette parfaite organisation par la société civile d'un événement aussi important et aussi grandiose, si j'ose dire. Donc vraiment, félicitations. J'étais vraiment fier d'être africain lorsque j'ai vu toute cette organisation et tout cet engagement, aussi bien de la société civile que des acteurs nationaux. L'OSS est parti donc à Ouaga avec une forte délégation, donc 4 experts de l'OSS pour animer différentes sessions, dont la session sur l'eau. Mais nous avons également mobilisé de l'expertise au niveau de la région et nous avons invité et pris en charge une douzaine d'experts venant de toute la région sahélienne. Donc j'ai eu la charge de modérer la session sur l'eau et je vais vous présenter fidèlement les principaux résultats des travaux de cette session. Tout d'abord, comme vous le savez, l'eau est une ressource précieuse et qui devient de plus en plus rare. Donc une ressource précieuse parce qu'on l'utilise pour les usages domestiques, on l'utilise pour les activités d'agriculture, d'industrie, de tourisme. Donc il y a beaucoup de pression sur cette ressource et cette pression se trouve de plus en plus accentuée et aggravée par les changements climatiques. Donc nous sommes face à une ressource qui devient de plus en plus rare et à des secteurs de plus en plus gourmands et qui utilisent de plus en plus cette ressource en eau. Donc il y a des conflits d'intérêts entre les secteurs, des conflits d'intérêts entre les usagers et les consommateurs qu'il faut absolument essayer de trouver les moyens de résoudre. Heureusement, les États sont conscients. Heureusement qu'il y a aussi des savoir-faire qui ont été développés au fil du temps par les populations, par les acteurs intervenant sur la gestion de la ressource. Il y a beaucoup de savoir-faire à valoriser. Il y a des connaissances aussi bien au Sahel, aussi bien en Afrique du Nord. Il y a les techniques, par exemple, les demi-lunes, les techniques d'Usaï, les techniques des jeux sourds, les techniques des tabias, l'agroécologie, et je cite par exemple les oasis, qui n'est qu'un mode de gestion en agroécologie, donc de cette ressource et de ce mode ingénieux de développement dans des zones vraiment très défavorisées. Donc il y a beaucoup de matières, il y a beaucoup de savoir-faire à valoriser en matière de gestion des ressources en eau. La question qui a été soulevée le plus au courant des travaux de cette session, c'était la question liée à la disponibilité des données. Les États, les acteurs en charge de la gestion de l'eau ont besoin de connaissances, ont besoin d'informations, de données sur la ressource, sur son utilisation. Et malheureusement, ces données font défaut. Donc les participants ont mis l'accent sur la nécessité de développer et de mettre en place des outils pour le suivi, pour la surveillance des ressources en eau. Donc souvent les projets, souvent les bailleurs de fonds ont du mal à comprendre l'intérêt de se doter de ces systèmes de surveillance, de ces systèmes de mesure, mais c'est une question très stratégique, c'est une question très très importante qu'il faut remettre sur la table et qu'il faut défendre avec beaucoup d'acharnement. Donc la question liée aux données, la question liée aux cartes, la question liée au système d'information d'une manière générale sur les ressources en eau. Alors,
il y a un certain nombre de points qui ont été retenus sous forme de recommandations par les différents participants. Tout d'abord, le renforcement des capacités des acteurs locaux, mais aussi de la société civile. Donc, pour une première fois, j'ai constaté, et avec beaucoup de satisfaction, que la société civile aussi demande à ce que ces capacités soient renforcées. D'habitude, on a souvent le discours de dire la société civile, c'est tout, la société civile a toutes les solutions, etc. Mais à un moment donné, il faut aussi être raisonnable. Il faut dire aussi que la société civile aussi a besoin de renforcement de capacité, a besoin de maîtriser de nouveaux outils, a besoin d'adopter de nouvelles démarches, etc. Et elle a besoin d'être accompagnée et appuyée. Et ça, c'est un point très, très important. Il y a aussi les acteurs locaux, les gens qui gèrent l'eau sur le terrain. Donc, il faut aussi renforcer leurs capacités en termes d'outils, en termes de méthodologie, en termes de technique. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et justement, la société civile a un rôle important à jouer à ce niveau-là. Alors, les participants ont également mis l'accent sur la nécessité des synergies à mettre en place entre les acteurs travaillant sur les différents niveaux, donc le niveau local, le niveau subnational et le niveau national et peut-être même régional, pour justement assurer le passage d'échelle tant souhaité par les différentes initiatives. Les participants ont également mis l'accent sur tout ce qui est information, sensibilisation, plaidoyer pour la gestion des ressources en eau. Donc les gens, les populations, les acteurs ont besoin d'être informés, ont besoin d'être sensibilisés sur la rareté de la ressource et sur la nécessité de la gérer d'une manière rationnelle. Et puis, un point très très important également était la mise en place de cadres de concertation. Souvent, les ressources en eau sont partagées, que ce soit les ressources en eau superficielles ou souterraines. Donc, il faut mettre en place des outils de gestion concertée, il faut mettre en place des outils techniques, mais également des instances de gestion qui peuvent gérer cette ressource en eau et éviter les conflits. Donc l'Observatoire du Sahara et du Sahel a beaucoup d'acquis en la matière et pourront être mis à profit. Et puis finalement, donc, nous avons également parlé du rôle de la femme dans la maîtrise et la gestion des ressources en eau, surtout dans le milieu rural, en Afrique en particulier. C'est la femme qui intervient dans l'agriculture, c'est la femme qui est responsable des usages domestiques. Donc la femme également a un rôle très très important à jouer. Et je pense que je n'étais pas très très lent, Patrice, et j'ai essayé de respecter les délais. Les échanges ont été très très intéressants, mais j'ai essayé de synthétiser les points qui ont été soulevés et j'espère que j'ai été fidèle aux recommandations des participants. Merci. Oui, je suis d'autant plus reconnaissant, Nabil, que nous ayons parlé de l'eau parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez dans cette convention. On parle beaucoup de la terre, mais la terre sans l'eau, qu'est-ce que c'est? La terre sans l'eau, qu'est-ce que c'est? Donc, merci beaucoup. Et je remercie l'OSS de cette participation, de cette animation du travail. Tu voulais dire quelque chose, Omer, à ce sujet, ou on prend le suivant? Oh, bon, on peut aller. Hein. On peut aller. Oui. Donc, je voudrais passer maintenant la parole. Juste noter aussi que l'OSS, au-delà de l'apport technique dans la conduite des activités, a fait aussi un apport financier très remarquable. Et en fait, cet apport financier, ce n'est pas aussi seulement à travers des actions. Nous avons bénéficié aussi du concours de l'OSS à travers des activités aussi de Rezad et du CARI de façon antérieure. Donc, je tenais quand même à le relever et puis à vous dire merci. Et oui, ça c'est important. De toute façon, rappelez-vous, on ne fait rien tout seul. Et je suis content que notre ambassadeur aussi en France a reconnu que même les États aujourd'hui avaient des limitations. Je donne maintenant la parole à Elvis Tangem de la Grande Muraille Verte. Elvis, oui. Cette initiative de la Grande Muraille Verte, alors la société civile, qu'avons-nous à y faire? Quelles sont les attentes et est-ce que Désertifaction y a contribué? Bien sûr, bien sûr. En 3 minutes, s'il vous plaît. Je prends 5. Merci beaucoup, Patrice. Merci, Nabil. Et je reconnais la présence de mon
secrétaire exécutif de l'OSS. Salut et tous ceux qui sont là. Et donc, comme il a bien dit, je suis Elvis Paul. Je suis à la coordination de la Grande Muraille Verte, l'initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, l'Union africaine. On est basé à Addis Abeba, pour ceux qui ne connaissent pas là où ça se trouve. Et donc, la Grande Muraille Verte, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas ce que ça veut dire? Même les Indiens connaissent aujourd'hui, je crois. Oui, donc, mais sinon, la Grande Muraille Verte, c'est une initiative panafricaine. C'est un concept de l'Union africaine pour donner un appui politique et une plateforme technique pour la lutte contre la désertification et dans les zones arides de l'Afrique. Et je crois que c'est bien de préciser ici que la Grande Muraille Verte n'est pas seulement dans les 11 pays membres de l'Agence panafricaine. L'Agence panafricaine, c'est une association de 11 pays du Sahel qui s'est réunie les efforts, les politiques pour la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Aujourd'hui, la Grande Muraille Verte touche 21 pays dans les zones Sahel et Sahara et la Corne d'Afrique. Et depuis 2015, l'Union africaine a engagé à l'extension de l'initiative qui est panafricaine dans les zones de l'Afrique australe. Et aujourd'hui, on travaille avec le secrétariat de la SADC pour l'extension de la concept et pour partager, pour permettre ce brassage, les leçons tirées dans les zones Sahel, pour que les autres pays aussi, les autres pays de la zone SADC Sud-Afrique aussi peuvent en bénéficier. Et c'est pour partager les expériences avec nous de la zone Sahel. Et c'est ça le panafricanisme aussi. Ce n'est pas seulement au niveau politique. Donc, pour désertification, je suis à ma 4e. Philippe m'a fait le faveur, Patrice, Adeline et l'équipe de Carré ont toujours dès le début invité l'Union africaine. Je ne sais pas pourquoi, parce que nous, on est tellement difficile à travailler avec. Il le sait très bien, parce qu'on est extrêmement politique et diplomatique. Mais de plus en plus, depuis le début, j'ai assisté à ça, c'est la 4e, depuis le début, l'Union africaine a été toujours invitée et on a toujours été présent. Et la désertification cette année était super. Surtout le fait que c'était organisé en Afrique, comme il a bien dit. Et ça nous a permis, qu'est-ce que la désertification fait pour la Grande Muraille Verte et pour l'Union africaine? Vous connaissez qu'à l'époque, c'était un peu difficile de travailler avec les OSC. Là, c'est clair. Les États membres, les fonctionnaires, la domaine politico-diplomatique avaient vraiment beaucoup de difficultés à travailler avec les OSC. Mais aujourd'hui, je peux bien dire sans contradiction qu'à cause de ma présence à perpétuité dans les activités de désertification, de plus en plus on est à l'aise parce que chaque fois, il y a mes supérieurs qui entendent parler des OSC de désertification. Et à travers la désertification, les OSC ont eu une plateforme pour engager la Commission de l'Union africaine et ses partenaires dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. À Ouagadougou, on a fait sortir une déclaration claire et dure que les OSC ont renvoyée à la Commission de l'Union africaine pour dire qu'est-ce qu'ils veulent de la Grande Muraille Verte, comment ils vont impliquer dans la Grande Muraille Verte et ce qu'ils peuvent contribuer dans la Grande Muraille Verte. C'est tellement important pour nous et le fait que nous tous on était réunis à la désertification a permis
a donné un environnement propice pour pouvoir discuter franchement entre nous et faire sortir cette déclaration. Donc, je veux dire merci beaucoup à Carrie et aux autres. Donc, qu'est-ce que la suite après ça? La suite, c'est quoi? On va continuer ici d'engager avec la désertification. Et je vais dire à Shaw, à Patrice et tous ceux qui sont, qui sont engagés dans la désertification que ça doit être un peu plus large. Je sais que c'est une initiative qui est toujours un peu très jeune, mais je crois que je voulais, en tant que quelqu'un qui travaille avec tous les 55 pays de l'Afrique, de voir aussi les gens de Con-Afrique ici, les gens de zones centrafricaines. Est-ce qu'il y a les centrafricains ici? Je voulais voir aussi les gens de l'Afrique, les gens de l'Afrique de l'Est, les OSC de l'Afrique de l'Est, et pourquoi pas les OSC des zones Océanie et tout. Donc ça, c'est une grande recommandation, et je crois qu'on va continuer à s'engager avec Patrice et nous tous ici, pour voir comment on peut faire en telle sorte que toute l'Afrique soit représentée et partager l'expérience de la désertification. Et aussi une autre chose, oui, je sais, 1 minute, oh, merci beaucoup. Une autre recommandation, et je ne crois pas une recommandation en tant que ça, mais juste pour dire que la désertification a vraiment, à Ouagadougou, ça m'avait donné le grand chance des expositions qu'on avait faites. J'ai vu les jeunes, les résultats de beaucoup de recherches. Et ça, on n'a pas beaucoup des opportunités. J'ai eu à avoir, depuis Ouagadougou, discuté avec beaucoup de jeunes, et je les avais recommandé l'Université panafricaine, qui donne beaucoup de bourses aux jeunes chercheurs. Et aujourd'hui, il y a 2 ou 3 qui sont en train de travailler avec l'Université panafricaine. Donc, c'est pour dire, franchement, au nom de ma commissaire qui est quelque part dans les consultations, Patrice et l'équipe de Carrie, et toutes les équipes de SPON et tous ceux qui sont impliqués dans cette l'initiative de désertification. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Elvis de cette communication et aussi de ce soutien et aussi de ces perspectives. Moi, j'entends que ça apporte quelque chose. En tout cas, les 3 précédents orateurs, les 4 précédents orateurs ont bien montré, mis en lumière que ça apporte quelque chose. C'est pas une réunion de plus. C'est pas une réunion de plus. C'est quelque chose de spécifique qui apporte quelque chose de différent. Donc moi, je prends ce message. J'entends aussi qu'il faut durer pour peser, et c'est parce qu'on a invité plusieurs fois l'Union africaine et cette initiative de la Grande Muraille Verte qu'aujourd'hui, la participation de la société civile est quelque chose qui est dans les têtes au niveau de l'Union africaine. Nous, notre principe, c'est de décloisonner les familles d'acteurs. Et je voudrais aussi à cet égard dire que moi, j'ai toujours beaucoup de considération pour les personnes qui s'engagent dans leurs institutions. Désertification n'aurait pas eu lieu non plus s'il n'y avait pas eu Madame Monique Barbu, qui, dès qu'on lui en a parlé, quand elle était déjà en partance du secrétariat, qui nous a dit « oui, ça, il faut le faire et je le soutiens ». Et quand j'en ai parlé à Ibrahim Intio, il a dit « oui, ça, il faut le faire et je le soutiens ». Et donc, vous voyez, c'est aussi ce type de collaboration, mais c'est aussi de l'engagement des personnes elles-mêmes pour aller de l'avant. Alors, j'ai dit qu'on a parlé d'eau, on vient d'en parler, la Grande Muraille Verte, on vient d'en parler, le pastoralisme. Alors, l'IUCN, qui est représenté ici par Bora Masumbuko, qui était à Ouagadougou avec nous, l'IUCN s'est fortement engagé. Et non seulement ils se sont engagés, mais ils ont dit, nous, on va faire un événement parallèle. On va faire un événement sur le pastoralisme à Ouagadougou, et comme ça, on mixera nos participants. Et c'est ce qui s'est vraiment passé. Les pasteurs, vaste débat. On n'en parle pas assez. Là encore, dans cette convention, COP14, on parle finalement pas beaucoup des pasteurs.
pasteurs qui sont des experts en météorologie, des experts en botanique, des experts en géographie. Donc, Bora, sur le pastoralisme, qu'est-ce qui en est sorti de cette réunion de Ouagadougou et qu'est-ce qui en est sorti pour l'IUCN? Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup à tous et merci de me donner l'opportunité de parler au nom de l'IUCN. J'espère qu'on entend bien. Donc, effectivement, je vais vous donner ici quelques éléments de réflexion et les messages clés qui sont ressortis de l'atelier sur le pastoralisme que nous avons organisé en collaboration avec les partenaires, y compris le CARI, à Ouagadougou. L'atelier était financé par ONU Environnement, donc que nous remercions au passage. Et l'idée de cette conférence a émergé du fait que le pastoralisme, les zones de parcours sont des zones qui sont négligées. Donc l'idée était en fait d'éveiller les consciences sur l'importance du pastoralisme et l'importance de la restauration des zones de parcours. En effet, ces zones-là sont des zones qui produisent énormément de services écosystémiques et donc qui peuvent contribuer aux objectifs de développement durable, en particulier la cible 15.3 sur la neutralité en matière de dégradation des terres. Et donc la question pour nous, c'est de quelle manière est-ce qu'on peut renforcer le dialogue donc sur la question de la restauration des parcours, donc tout avec la société civile effectivement, donc sur la valeur des parcours, sur les opportunités de restauration des parcours et sur le rôle des pasteurs et autres acteurs donc de la société civile dans la préservation des ressources pastorales. Donc j'ai mentionné la valeur des parcours. Donc concernant la valeur des parcours, donc comme je viens de le dire, les parcours fournissent un certain nombre de services écosystémiques. Et il est important de reconnaître la valeur de ces services écosystémiques-là. Donc, ils sont importants parce qu'ils contribuent au développement agricole. Pour donner un exemple que je connais au Burkina Faso, par exemple, les terres pastorales au Burkina Faso produisent 77% de viande et 92% du lait. Donc, à partir du moment où ces zones-là sont dégradées, eh bien, ça peut constituer une réelle préoccupation donc pour le développement économique et social donc des pasteurs et de toute la communauté des pasteurs et autres acteurs de la société civile. Donc, par exemple, ça peut conduire à une baisse de la performance économique, une baisse de la résilience, une augmentation de la vulnérabilité, et tout ceci ayant un impact, bien sûr, sur tous les autres aspects liés au développement sociétal. Et par ailleurs, donc, c'est très important de ne pas considérer les pasteurs justement comme des acteurs qui dégradent les terres. Au contraire, il faut les considérer comme des alliés dans les stratégies de restauration que nous voulons mettre en place. Et en plus, ils ont une excellente connaissance, comme Patrice l'a dit, de ces territoires-là. Et ils ont des connaissances, étant donné qu'ils sont mobiles, ils ont des connaissances de microclimat qui ne sont même pas connues des météorologues eux-mêmes. Ensuite, concernant les opportunités de restauration, donc il nous a apparu très important de reconnaître les modes de gestion des communautés pastorales et la prise en compte des droits des pasteurs sur leurs terres, donc dans les politiques nationales. Donc en effet, il a été beaucoup question de comment est-ce qu'on peut mettre en place, par exemple, des systèmes traditionnels de gestion du pastoralisme, comment est-ce qu'ils peuvent être reconnus par les systèmes nationaux, comment est-ce qu'ils peuvent intégrer dans les politiques nationales. Et donc ça, c'est très important parce que le développement du pastoralisme durable, ça demande justement une attention plus grande dans la gouvernance locale, dans les droits, etc. On a parlé rapidement de la Grande Muraille Verte. Je voulais juste mentionner ici que il est important aussi de faire la promotion du pastoralisme au sein donc, des partenaires techniques et financiers de la Grande Muraille Verte, parce que la Grande Muraille Verte, donc, c'est une initiative de restauration et le pastoralisme donc, peut contribuer aussi énormément donc, à l'accomplissement des objectifs de la Grande Muraille Verte. Et comme la neutralité en matière de dégradation des terres est une priorité pour le Sahel,
Donc, c'est important d'adresser ces questions-là à travers aussi une plus grande promotion du pastoralisme dans la Grande Muraille Verte. Donc, il y a cette approche participative qui est important d'incorporer dans l'évaluation de la santé des parcours, tout en faisant confiance aux gestionnaires des terres, aux pasteurs, et tout en intégrant aussi les connaissances scientifiques dans les connaissances locales. Enfin, concernant la mobilisation des acteurs pour restaurer les parcours dégradés, il est important de considérer le rôle de chaque acteur, parce que chacun a son rôle à jouer et tout le monde est concerné. Donc, pour ce qui est des gouvernements, il nous semble important ici de voir comment est-ce qu'on peut influencer les gouvernements dans l'augmentation des investissements en faveur du pastoralisme.